Bonjour les amis et bienvenue sur Narcoculture France. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo improvisée on va dire, enfin sur le format des vidéos réactions parce que c'est un petit peu la mode en ce moment. Alors je me suis dit pourquoi pas m'y essayer moi-même. Surtout que dans quelques jours, le 15 janvier, on est le 11 là au moment où je tourne cette vidéo. Le 15 janvier il y a le début du procès d'Ismael El Mayo Zambada à New York, hein, donc le chef du cartel de Sinaloa. C'est donc la semaine prochaine. J'en ferai certainement une vidéo sur la chaîne ou un article sur le blog, je ne sais pas encore en tout cas. Je vais certainement en reparler. Et donc là, avant ça, je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire une petite vidéo comme ça, à la chill, à la cool, dans la lignée de ce qui est à la mode en ce moment, voilà. C'est pour me permettre de rester dans le bain en attendant les prochains sujets importants à traiter. Donc voilà, donc la vidéo du jour, donc je vais réagir à la vidéo qui a 9 mois quand même, hein, donc elle date pas d'hier, de Poisson Fécond, donc, une chaîne très connue, moi, minuscule youtubeur qui n'est même pas dans le game, moi je vais essayer de réagir à sa vidéo, mais du point de vue, humblement, hein, d'un expert des cartels en tout cas. Ah allez, je peux me définir comme ça, je suis un expert, moi, que voulez-vous. Bon, personne me suit, mais bon, voilà. Je peux dire quand même que je m'y connais bien davantage que les gros youtubeurs mainstream, excusez du peu. Enfin bref, donc je vais réagir à la vidéo de Poisson Fécond. Être un yakuza slash membre d'un cartel, c'est quoi le pire? Alors bien évidemment, moi les yakuza, je n'y connais pas grand-chose, hein. J'ai joué à un des jeux vidéo de la franchise Yakuza que j'ai même pas terminé. Et c'est à peu près tout. Voilà, j'ai vu la vidéo de l'ami Profé Gangster là sur les Yakuza, la vidéo qui doit avoir une vidéo qui doit avoir quelques mois. Voilà, on lui passe le bonjour d'ailleurs et c'est à peu près tout. Voilà, par cette vidéo comme ça sur les Yakuza. Bon, j'ai bien vu deux trois documentaires sur les Yakuza, mais c'est à peu près tout quoi. Je ne m'y connais pas plus que le random normal, que vous autres, ou même que l'ami Poisson Fécond là. Donc voilà, donc je vais plutôt réagir bien sûr du prisme des cartels de la drogue, voilà, surtout mexicain, je vois qu'il a mis le drapeau du Mexique d'ailleurs sur sa vignette, donc ça me semble plus voilà, être abordé par ce côté-là, côté des cartels mexicains, ça m'arrange. Et donc voilà, je vais réagir à sa vidéo et essayer de, de montrer certaines erreurs du doigt, parce qu'il doit certainement en avoir. Alors, moi, Poisson Fécond, je ne connais pas du tout ce youtubeur, j'avoue, j'ai vu sa vidéo, une vidéo il y a quelques années de lui. J'avais pas du tout aimé, je trouvais qu'il racontait n'importe quoi. Je trouvais que j'aimais pas du tout sa manière de s'exprimer, je trouvais que je me suis dit, c'est qui ce gars-là? Et puis, il avait fait, j'ai vu une vidéo de lui il y a ouais, encore quelques semaines, quelques mois, sur El Chapo. Euh, une vidéo bien putaclic, là, genre les 7 faits marquants sur El Chapo, je sais pas quel truc, avec voilà, petit 1, petit 2, petit 3, voilà, il faisait sa biographie comme ça, un truc bien putaclic, bien monté de manière un peu grandiloquente, hein, comme ça, pour capter son auditoire. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va être encore que cette merde? Et figurez-vous que sa vidéo à Poisson Fécond, même si sur la forme comme ça, on aurait pu dire que c'était pas de la qualité, que c'était du vidéo random, etc. C'était une très bonne vidéo sur le chapeau, ça m'avait beaucoup étonné. Je fais tiens, alors il y a bien eu quelques heures, hein, d'ailleurs j'avais posté un message sous cette vidéo, j'avais listé quand même un certain nombre d'heures parce que bon voilà, ce n'est pas non plus un youtubeur spécialement, même si je crois qu'il maintenant il fait pas mal de trucs sur le crime organisé tout ça, sur les cartels surtout d'ailleurs même, mais c'est pas non plus forcément voilà un expert non plus, c'est normal, hein. Mais ouais, il y avait quelques erreurs dans sa vidéo là sur El Chapo, mais elle était bien meilleure que celle que j'avais eue il y a plusieurs années. Et elle était très bien, sa vidéo sur le chapeau à Poisson Fécond. Donc, bon, là, je vais regarder, je vais réagir à la vidéo Être un Yakuza slash membre d'un cartel, c'est quoi le pire? Et là, par contre, pour le coup, je sais pas si j'aurai le nez fin, mais je sens la douille. Je sens il va raconter n'importe quoi, je sais pas pourquoi. Alors, je m'excuse d'avance auprès de lui si c'est pas ça du tout. Bon, si j'ai rien à dire, je publierai pas la vidéo, de toute façon, hein, c'est très clair. Donc si vous la voyez, c'est qu'il y a des chances que voilà, j'ai des trucs à dire, que ce soit pas vraiment euh, très propre pour cette vidéo, enfin qu'il y ait pas mal d'erreurs, hein, si vous êtes en train de la regarder. Il y a des chances. En tout cas, bon,
je m'excuse auprès de lui, mais je sens qu'il va y avoir pas mal de trucs à dire, parce que quand c'est une biographie sur tel ou tel trafiquant, ça passe encore, mais quand il s'agit, voilà, de parler des cartels, des sicarios en général, eh ben, on se travaille tout un tas de clichés véhiculés par le cinéma américain et par les gangs de rue américains, qui n'ont bien sûr rien à voir avec la réalité des cartels au Mexique. Donc là, je la sens pas trop cette vidéo, donc c'est parti sans plus attendre. Pour la réaction à être un yakuza / membre d'un cartel, c'est quoi le pire? Par Poisson Fécond. Et si demain je vous disais que vous aviez le choix entre deux destins? D'un côté, la pègre japonaise, les yakuza, un monde où l'honneur et la tradition sont au centre de tout, avec un code strict, une loyauté complète, une vie dédiée au clan. Et de l'autre côté, le pire cartel mexicain, un monde violent où règne la drogue et la corruption, et où vous allez pouvoir vous faire un maximum d'argent, mais où vous serez en danger permanent. Eh bien, rapprochez-vous mes ranchos, parce qu'aujourd'hui, on va effectivement tomber dans ça c'est vrai, tu es en danger permanent. Ça c'est rien de le dire. Et donc, à quoi ressemblera vraiment l'envers du décor? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre tous ces risques pour s'infiltrer dans ces deux clans extrêmes? Eh bien, on va voir ça en répondant à cette question existentielle. Être yakuza ou membre du cartel de Sinaloa, c'est quoi le pire? Ouais, elle a pris le cartel de Sinaloa, bon, très bien. On débute au Japon avec là, notre premier cobaye, Gustave, qui a rejoint les yakuza, donc qui est la mafia japonaise. Et les yakuza, c'est une entité en place depuis très très longtemps au pays du soleil levant. Et là, vous voyez... Bon, là, il y a parlé des yakuza. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis loin d'être un expert, donc je vais passer toute cette partie, je pense. Je vais passer à ce qui nous intéresse directement, les cartels mexicains. Vous m'en voudrez pas, les fanboys du Japon, là. Putain, le gars, il avait une pub de 5 minutes, j'ai juré. Il y avait 5 minutes de pub sur une montre. Le mec s'est mis bien. Tant mieux pour lui. Ok, faisons un petit on y est, direction Culiacán directement. Donc c'est l'un des cartels, si ce n'est peut-être le cartel le plus connu au monde. C'est une organisation criminelle qui a été fondée en 62 et qui compte aujourd'hui des dizaines de... mais qu'est-ce qu'il raconte? Clairement dans le trafic de oh là là, ça fait... Attends, ça fait 15 secondes qu'on est sur les cartels, là même pas, on est à 5... Attends, on est à 5 minutes 38 de vidéo. 15 secondes qu'il a commencé sur les cartels, il raconte déjà de la merde pour le coup. Il raconte de la merde. Là, pas faire le sympa et tout. Sauf moi je m'en fous, je suis personne sur YouTube, donc je peux le tailler comme je veux. Voilà, donc ceux qui verront cette vidéo, amusez-vous bien. Ce type-là, raconte de la merde, tout simplement. On va pas passer par quatre chemins. Le cartel de Sinaloa, créé en 62. Mais mon gars, il y avait qui en 62? Mais il y avait qui en 62, mon gars? Il y avait les familles Caro Quintero et Payan, et c'est tout. Voilà, il y avait des clampins là dans leur ferme. Qu'est-ce qu'ils racontent? Mais même Pedro Aviles, là, il était même pas encore en train de trafiquer avec Bugsy Siegel en 62, mon frère. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il raconte quoi? Là, franchement, c'est de la merde. C'est de la merde. Le type confond cartel des Sinaloa avec criminalité dans l'état mexicain du Sinaloa. C'est n'importe quoi. C'est comme... comparer la création du cartel des Medellín avec la première fois qu'il y a eu un vol, un braquage dans la ville de Medellín en Colombie. Ça n'a aucun sens. Je sais pas à quelle année il l'a créé, Escobar, son cartel Medellín, parce que je suis loin d'être un expert sur la Colombie. Il y a eu un braquage en 1912, tu vas pas dire que le cartel de Medellín il date de 1912. Voilà, ça n'a aucun intérêt de lier la criminalité dans la ville avec le cartel après. Qui portera le nom de l'État. Ça n'a aucun putain de sens. Ça n'a aucun putain de sens. C'est comme aujourd'hui la DZ Mafia. Tu vas dire que le gang, il a 30-40 ans. Mais ça n'a aucun putain de sens. Donc là, déjà, il dit de la merde. Ah, franchement, il dit de la merde. Bon, je m'attendais pas à ce qu'on coupe aussitôt dans la vidéo. Ouais, elle va être longue, à mon avis, cette vidéo-là. Je m'attendais pas à couper aussitôt. Mais là-dessus, fallait réagir. Alors, attendez, je me recoupe quand même 2 petites secondes par souci de transparence quand même, et de voilà, d'honnêteté, peu que j'en ai. Mais il avait déjà dit la même erreur sur sa vidéo d'El Chapo. Encore une fois, la vidéo d'El Chapo qui était très bien plus que bon nombre de documentaires ou de vidéos sur El Chapo française que j'avais pu voir jusque-là. Sa vidéo était très bien. Il avait déjà fait cette erreur. Et je m'en souvenais. Je me souviens pas de tout. Je me souviens qu'il s'était trompé sur 2-3 photos. Notamment celle sur Pedro Aviles, etc. Il s'était trompé sur 2-3 photos. Il avait déjà fait cette même erreur et je m'en souvenais. Donc voilà, j'ai un petit peu surréagi. Mais c'est le but aussi de faire cette vidéo. On continue.
d'argent, le trafic d'armes, mais aussi et surtout dans les enlèvements et les meurtres. D'ailleurs, le plus célèbre narcotrafiquant du monde a joué un rôle majeur dans le cartel de Sinaloa, mais ça on y reviendra plus tard. Ah ouais, j'ai même pas revu, j'ai remis en arrière. Des dizaines de milliers de membres, le cartel de Sinaloa. Oui, bon, et s'il veut. On va pas non plus chipoter. Si on parle d'hommes armés, ouais, si tu mets toutes les factions bout à bout, tu peux peut-être arriver à un 8000 hommes, un truc comme ça. Ouais, bon, on va pas critiquer là-dessus. Ça va encore. Ça va. Puis si tu mets tous les partenaires économiques, les dealers, qui s'appellent les narcomenudistas au Mexique, ben, tu peux peut-être arriver à ce nombre. On continue. En tout cas, l'une des premières différences majeures avec les Yakuza, c'est qu'ici, on trouve des gamins au sein des cartels. Et en vrai, trouve des gamins au sein des cartels. Prenons par exemple Juan, parce que lui, Juan, quand il avait 15 ans, il était encore au lycée, il a été alors recruté par un cartel pour vendre de la méthamphétamine, comme dans Breaking Bad. Voilà, c'est pareil. C'est la best série, ça, Breaking Bad. Bon, c'est la best. On est au Mexique, mais malgré tout, c'est pas une activité commune pour un enfant de cet âge-là. Et... Ah, il le dit. Ok, alors il part sur l'optique de faire un petit peu des personnages de fiction et de créer des histoires comme ça. D'accord, ça doit être un concept qu'il a sur sa chaîne, je ne connais pas encore une fois. Donc là, il a pris le concept donc, de créer des personnages, il a pris le personnage d'un gamin. Bon, il dit qu'il y a des enfants dans un cartel, mais après, il vient de dire à 636 que c'est pas chose commune quand même d'avoir des enfants dans les cartels. Et encore une fois, c'est vrai. Puisque il y a, pour ainsi dire, quasiment aucun enfant dans les cartels. Le seul qu'il y a, il y en a quelques-uns qui sont limités au rôle de... J'essaie de trouver le nom en français. Le nom en français, c'est pas les taupes. De vigile, si vous voulez, de chouf. Hein, voilà, c'est pas du français, mais je m'en balais que je trouve pas le nom en français. Ceux qui font les choufs, bah là, oui, vous avez des gamins qui peuvent être engagés, vous avez même des femmes, donc c'est pour dire. Mais voilà, ça reste très limité. Hein. Voilà, il suffit de voir, de toute façon, toutes les arrestations jour par jour au Mexique, les arrestations dans le grand banditisme, et donc chez les cartels également, chez les criminels de moindre importance, il n'y a quasiment jamais aucun enfant qui est lié avec les cartels, voilà. Si ce n'est certains qui sont employés pour ce rôle de chouf. Voilà. Hein. Alors il y a certains mineurs, il y a quand même pas mal de mineurs qui sont arrêtés, mais qu'est-ce qu'on regarde à chaque fois qu'on se penche sur ces résultats quand il y a des mineurs, que c'est souvent des mineurs de 17 ans. Voilà, de 17 ans. Alors il y a bien des fois dans des problèmes, dans des situations plus complexes comme ça, de famille, de kidnappeurs, de voleurs, certains adolescents de 13-14 ans qui sont mis en cause. Mais là, encore une fois, pas vraiment de lien avec les cartels. Et voilà, dans les cartels, vous avez pas mal de jeunes de 16 à 17 ans. Mais encore, c'est une minorité. Les jeunes de 16-17 ans, ça reste une minorité. Alors les gamins plus jeunes, je vous laisse imaginer. Non, il n'y a quasiment pas d'enfants dans les cartels. Il ne faut pas confondre avec les maras du Salvador, du Honduras ou du Guatemala, qui bien sûr comportent là un grand nombre d'enfants. Pas confondre les différents types d'organisations. Cartel, c'est structuré. Figurez-vous que il cartel, bien et ses vous avez beaucoup qui ont une instruction plus militaire tard, dans les cartels. Confié une arme et la photo d'un membre du cartel rival. Et là, sa mission était très simple, surtout pour un gamin de cet âge, tu vas le buter. Là, Juan, c'est ce qu'il a fait. Il s'est peut-être pas posé trop de questions, j'imagine, et à partir de ce moment-là, c'était devenu un assassin à plein temps. Donc, j'imagine que les cours de maths et de philo, c'était un peu mis en stand-by. En tout cas, ni ses camarades de classe, ni ses amis, ni sa famille étaient au courant. À bout d'un moment, il va être repéré, chopé par la police et mis en prison alors qu'il est toujours mineur. En tout cas, si Juan, lui, il avait 15 ans quand il a commencé ses mésaventures, il y a certains enfants qui débutent parfois à 10 ans. Mais en même temps, avec une promesse de 250 € par semaine et des 10 ans dans les cartels, 750 balles par meurtre, le principe en fait de l'argent facile, c'est quand même dur à refuser. Surtout que une centaine à tout casser qui font le chouf, mais c'est énorme. Et là, vous dites, ok, les enfants, c'est chaud, mais elle n'a pas non plus des masses, peut-être quelques centaines. D'après une étude menée par Vice, il y a eu près de 250 000 enfants mineurs qui avaient moins de 18 ans depuis 2019. Donc c'est quand même énorme. C'est vraiment une ça c'est n'importe quoi. Alors, Vice, je ne sais pas si c'est un média fiable,
J'ai déjà vu certains articles ou quoi, mais j'ai pas tellement pu juger de la fiabilité de Vice. Il me semblait que c'était pas ouf, hein. On va pas se mentir. Mais 250 000 enfants dans le crime organisé mexicain, non, je comprends même pas. 250 000 ont perdu je leurs comprends parents, pas son des gosses chiffre. dont Là. un parent est malade, ce qui empêche de faire Son rentrer nombre, l'argent à regarde. la maison, ou encore un manque Ça n'a d'éducation, aucun sens, de c'est diplôme, impossible. qui ne donne pas vraiment de perspective. Il avait raison, Et hein. donc, en C'était, vrai, pour eux, avant rentrer qu'il dans disait un que c'était cartel, quelques c'est centaines. souvent leur seule solution de Voilà. survie. Donc vous voyez, rentrer dans un cartel, c'est Encore plutôt une centaine, facile, on va hein, dire. qui font Mais le par chouf. contre, monter les Ouais, t'as un peu échelons, plus. faire ses preuves, En fait, et quand on rester parle, en ouais, vie, voilà. là, ça devient plus challengeant. Quand je dis des mineurs, c'est vraiment des mineurs de 10 ans. Là, oui, vous en avez quelques centaines. Mais après, des mineurs de 16-17 ans, là, oui, vous en avez plusieurs milliers. Plusieurs milliers. Mais encore, ça reste une minorité dans les cartels. Parce que bon, vous avez plus de 18-20 ans, etc. Et puis même de 30-40 ans. Hein, les gars, c'était darons, faut pas oublier, qui ont une instruction militaire, etc. Qui ont eu peut-être aussi une première vie avant, et puis qui ont eu besoin d'argent, etc. Donc, 250 000 enfants dans les cartels, là, je sais pas ce qu'il raconte. Je pense qu'il a dû se tromper, que ces 250 000 enfants sur toute la planète, dans toutes les organisations criminelles, à tous les postes. Je pense que c'est plutôt ça, si jamais le chiffre est correct. Je vois pas comment ça pourrait être possible autrement. Ok, le temps est passé, ça fait maintenant 1 an. Et là, si on retourne du côté des Yakuza, Yakuza, il y a un truc super important. qui va rester c'est sur le ces fait que, personnages, cette créer des organisation personnages. ne se cache pas vraiment au Japon. Contrairement au cartel mexicain où ils passent incognito, ils essayent, les Yakuza, ils s'en battent les couilles. Ils se montrent publiquement, sans aucune pression, et tout le monde sait qui ils sont. Par exemple, il faut savoir que les QG des 23 plus grosses organisations Yakuza sont répertoriés et leurs adresses sont connues. Tout comme en fait, l'identité des big boss, les sous-chefs, mais aussi les simples membres. C'est vraiment une association de la loi 1901. Quoi. À un moment, c'est un club de golf. D'ailleurs, on peut même pratiquement parler de personnalité publique, car comme par exemple le dit Jake Adelstein, qui est un spécialiste des Yakuza, il y a un magazine mensuel qui est publié juste pour parler des actualités des Yakuza. Ah, je l'ai vu ce documentaire sur les Yakuza. J'étais sûr qu'il allait en parler. Etc. Bref, c'est du Je l'ai people vu celui-là. Hey, je connais peut-être rien, mais je l'ai vu ce documentaire où il parlait des magazines des Yakuza. Sont très impliqués dans le pays depuis des décennies. Beaucoup d'hommes politiques ont eu un lien avec des membres de cette pègre japonaise. On peut parler par exemple du Parti libéral démocrate. Les Yakuza, moi, ça m'a l'air de bons gars en fait. Grâce à la thune des Yakuza. Comme si, je sais pas, blague à part, avait reçu de l'argent de l'ennemi, quoi. Enfin, ce serait vraiment un exemple. Il y a pire. C'est pas arrivé. Et du coup, il est pratiquement impossible de faire disparaître ces liens qui remontent parfois à des dizaines d'années. Là, il y a des connexions qui se font avec les Yakuza, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, ces connexions. Bon, on s'en fout en vrai là, parce que les cartels. Du nom de Yoshi je reste au cas où il switcherait rapidement, dire une autre connerie, il faudrait pas louper. Ce serait dommage. Japonaise, on refait surface, qui pourtant datait d'il y a longtemps. Et il se trouve qu'à cette époque, ce ministre. Je kiffe mon bâtard comme ça. Regardez, vidéo mieux faite, d'un type qui sait mieux faire des vidéos comme ça, et puis. Et donc, voilà, ça a fait un peu tache d'huile, tu m'étonnes. Et donc, on l'a forcé gentiment. Voilà, souligner 2-3 erreurs, mais pas plus. Ciao, merci pour ta contribution, au revoir. Mais revenons-en aux missions, et notamment au quotidien d'un Yakuza, qui tourne quand même beaucoup autour de l'argent. Alors déjà, un Yakuza, un bon Yakuza, il va extorquer de l'argent à différentes entreprises et personnes pour enrichir son organisation. Voilà, il fait du racket, quoi. Mais pourquoi on l'a assassiné? Eh bien tout simplement parce qu'il y avait eu un peu de rancune suite à une non-indemnisation d'un véhicule. Concrètement, un gars de la mairie avait dû emprunter un véhicule des Yakuza, il l'avait un peu amoché, le maire voulait pas payer, ils l'ont buté. Ça se joue à rien parfois. Mais apparemment, il y avait aussi la mairie qui avait refusé un chantier à son gang. Donc le Yakuza en question, qui l'a tué, on a réussi à le choper, on l'a condamné à une peine de mort, puisque précision faite, mais au Japon, la peine de mort est toujours possible. Finalement, après appel et compagnie, il s'en tire plutôt bien, il a juste la prison à vie, et il est d'ailleurs décédé en tôle il y a quelques temps. Bref, les Yakuza, c'est vraiment pas un univers tendre, et vous avez clairement pas encore tout lu. Si on revient du côté du cartel de Sinaloa, eh bien à la manière des Yakuza, il est très bien organisé. Parce que là, on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes, donc il y a tout un organigramme, si l'on peut dire, pour que ça tourne bien, il y a des managers et tout, machin, et les employés et tout, enfin vraiment, c'est vraiment une grosse boîte, quoi, qui fait dans le sale. Très très sale. On part déjà des simples dealers, ensuite des sicarios, qui est le nom donné aux assassins, puis de la marchandise en Europe ou encore en Asie, pour finir par le big boss du cartel.
Par contre, c'est quand même cool, il y a quand même des belles opportunités d'évolution, avec certains avantages, mais aussi des inconvénients. Par exemple, quand vous êtes sur le terrain à longueur de journée, c'est sûr, comme c'est plus que borderline ce que vous faites, il y a des chances que vous soyez buté. Que ce soit par les autorités, mais aussi par les gangs rivaux. Parce que là, on parle juste de ce gang, mais il y a plein de gangs au Mexique. Et ils s'aiment pas forcément entre eux. Mais néanmoins, quand vous grimpez dans les hiérarchies, avec plus de pouvoir, alors vous êtes plus sur le terrain, certes, mais il y a plus de chances pour que vous soyez la cible de tentatives d'assassinat bien définies par les autres cartels. Par exemple, un certain Genaro Garcia Luna, qui était quand même ministre de la sécurité publique au Mexique, a été épinglé pour corruption et magouille politique. Et clairement, c'est peu dire. Là, ça avait fait scandale et il y a eu un procès l'année dernière où il a été reconnu coupable non seulement de corruption, mais aussi de trafic de cocaïne entre le Mexique et les États-Unis. Et il a aussi été accusé d'avoir accepté des pots de vin de la part de notre fameux cartel de Sinaloa. Ce qui était quand même assez marrant parce que vu qu'il était à la tête de la lutte contre le trafic de drogue dans son pays, ça faisait un peu foutage de gueule. Donc sans trop de surprise, los Tucanes de Tijuana, el Nacional. Allez. Après, pour ce qui est des tueurs dans ce cartel, ils sont vraiment beaucoup. Et certains ont même un tableau de chasse à faire froid dans le dos. En tant que bon tueur, on vise une zone précise de la portière d'une voiture. On va pas truffer le véhicule de balles. Quand j'ai dû tuer un reporter, j'ai tiré 10 balles de 9 mm. Et pas une seule balle n'a frôlé sa fille de 8 ans qui était à côté. J'ai aussi dû c'est tuer Francis le pédophile, le Sicario de Juarez, juste parce qu'elle parlait un peu trop. Au final, les 250 cadavres dont je suis à l'origine ne sont qu'un détail. Et après, quand ils ne tuent pas directement, les membres des cartels ont également l'habitude d'enlever des gens pour faire par exemple du chantage aux proches dans la majorité. Ah, ça c'est vrai. Bon détail. Et c'est sans doute ce qui est arrivé à 5 amis le 11 août 2023. Là, la bande d'amis en fait avait été enlevée par des narcotrafiquants et les choses ont vite viré au cauchemar pour eux. Une vidéo a même été partagée par leurs bourreaux où on voit les jeunes bâillonnés, les mains attachées. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'on voit dans la vidéo l'un de ces 5 amis s'en prendre à l'un des siens, sans doute par ordre des criminels, tu vois. En tout cas, on peut voir aussi des mains ensanglantées au mur, donc il y a clairement eu de la torture. Et suite à ça, les corps n'ont toujours pas été retrouvés, ce qui empêche du coup les proches de faire leur deuil. Mais en tout cas, de cet univers dangereux et assez sordide, il reste beaucoup à découvrir dans notre vidéo. Alors en fait, contrairement à beaucoup de clichés, même de films ou de croyances populaires, les Yakuza, ils font quand même assez peu de bavures en public. En fait, les Yakuza vont plutôt fonctionner par coups de pression. Ouais, ce que j'ai dit, c'est des bons gars les Yakuza. Voilà. Et en flirtant souvent avec les limites. Et ce genre de coup de pression, Jack Adelstein, dont on a déjà parlé. C'est vrai que mettre les deux, je peux même une petite pause là pour classer. C'est vrai que mettre les deux en parallèle, être un Yakuza membre d'un cartel, bon, à mon avis, encore une fois, je n'y connais pas grand-chose de Yakuza, mais à mon avis, ça fait pas, il n'y a pas photo, quoi. Vous êtes dans un cartel, vous vivez nettement plus dans un monde de violence, etc. Vous devez connaître des barbaries qui n'ont certainement pas cours au Japon. Il me semble pas qu'il y ait il me semble pas qu'il y ait des dizaines de milliers de fausses communes au Japon. De la pègre, hein. Il me semble pas qu'il y ait des décapitations tous les jours au Japon. Ça me semble être un pays plutôt safe, ou des tentatives d'assassinat, etc. Donc à mon avis, on sait quoi le pire, à mon avis, il va peut-être répondre à la fin de sa vidéo, mais son analyse finale ne laisse que peu de place au doute, je pense. Il va forcément dire que être membre d'un cartel, c'est pire. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses qui opposent les Yakuza et les Sicarios, on va parler, dit membres d'un cartel plus généralement, mais déjà, chose importante, c'est que je pense que les Yakuza, ce sont des mafieux qui évoluent dans des environnements urbains, même ultra-urbains, là, toutes les mégalopoles japonaises avec des néons partout, des Sopland, et je connais le mot parce que j'ai joué Yakuza le jeu, enfin des maisons de passe là, des clubs de strip, je sais pas trop s'ils ont ça au Japon, mais sont tout un tas de business bizarres avec les meufs au Japon là, tu peux louer la compagnie de femmes, mais tu fais rien avec de la soirée, tu vois, ça je comprends pas. Tu loues la femme, tu la loues, mais tu fais rien avec. Par contre, tu bois juste un verre. Bon, t'as plein de business comme ça, t'as des maisons, des maisons closes, etc., qui sont tenues par les Yakuza, des maisons de jeu peut-être aussi. Encore une fois, je suis pas un expert, je m'y connais pas, mais les Yakuza, pour moi, me semblent évoluer uniquement dans un cadre ultra-urbain en ville. Alors que les cartels, on va directement entrer dans le vif du sujet, on va parler une bonne fois pour toutes, c'est majoritairement dans un cadre rural. Voilà, c'est pas parce que c'est le trafic de la drogue
qu'on peut mettre ça en parallèle avec les trafiquants en France qui sont dans les cités, ou les maras dans les autres pays d'Amérique centrale, ou que sais-je, ou les gangs de rue américains qui sont là pareil en ville, qui sont dans les grandes villes, les gangs de rue américains, bah, c'est pas parce que voilà, ils sont dans le même business de la drogue, encore les maras c'est autre chose, mais que pareil, les cartels vous les trouvez en ville. Hein. Non, le vrai territoire des cartels de la drogue, c'est dans la Sierra, dans les campagnes. Hein, c'est des bouseux, les membres des cartels, faut bien le dire. C'est les sicarios en particulier. Les narcomenudistas, les quelques personnes chargées du racket, etc. Bon, bah là, ils peuvent venir des villes, de certains barrios, etc. Mais la grande majorité, surtout là que c'est les cartels des Sinaloa. Il aurait pris un autre exemple. Cartel à Chihuahua ou à Sonora, ou je sais pas. Là, il y aurait eu débat. Mais là, il prend l'exemple du cartel des Sinaloa, comme c'est aussi le cas pour son grand rival du cartel des Jalisco. Eh bien, ce sont des bouseux, les types. Ce sont des paysans. Pas simplement les chefs, mais les sicarios aussi, les soldats, etc. Tout l'organigramme. Ce sont des bouseux, des paysans, voilà, qui ont l'habitude de défourailler avec leur kalachnikov au milieu de la Sierra, juste pour se marier, juste pour se marier lors des mariages, voilà, lors des fêtes, etc. C'est des bouseux. Voilà, donc on va arrêter de penser que voilà, c'est dans des espèces de favelas à la mexicaine, là, comme on voit souvent dans les nanars, etc. Les cartels, voilà, en grande majorité, leur territoire, c'est un territoire rural. Une fois pour toutes. Donc là, sans mettre la grande différence avec les Yakuza, c'est important de le signaler. Si je vous parle de Yubitsume, qui est donc l'action de se couper partiellement un doigt, bah, ça a une signification symbolique, mais surtout physique. Car quand vous avez un doigt en moins, bah, le maniement du sabre est plus compliqué, et donc vous devenez plus faible. Et là, il y a deux façons de perdre un doigt. Par exemple, le terme Shinuyubi, ou doigt mort, s'emploiera dans le cas où vous avez fauté et que vous devez expier votre erreur. Et de l'autre côté, le terme Ikiyubi, ou doigt de vie, moi je connais le quand vous Kamehameha. sacrifiez une partie de votre doigt pour réparer la faute d'un de vos sous-fifres. Donc voilà, un acte vu comme noble et courageux. Nani? Andato? Bref, contrairement aux Yakuza qui sont assez discrets, pour les cartels mexicains, c'est vraiment pas pareil quoi. Parce que chez les cartels, il y a souvent des règlements de compte en pleine rue, des assassinats pas forcément discrets, des échanges de tirs encore et toujours. Bref, ils s'en bat les reins quoi. Et comme je vous en avais parlé d'ailleurs plus tôt, bah, le trafic de drogue est au centre des activités des cartels. Que ce soit la marijuana, cocaïne, héroïne et depuis quelques années aussi le fentanyl. Alors pour que vous compreniez, en fait, de base, le fentanyl, c'est un opioïde, un peu comme la morphine, hein. C'est-à-dire que ça relaxe bien, mais comme beaucoup de substances similaires, ça va il y a un être marché sur le fentanyl parallèle qui pendant s'est un rapidement mis moment. en place. C'est bien qu'il fasse ça, c'est de l'actualité, et là, puis le fentanyl, bon, juste maintenant pour vous vous ça rendiez devient compte, c'est 30 à 40 fois plus fort que l'héroïne. c'est connu, Et hein, beaucoup ces plus problématiques qui dangereux. sont d'après très une connues étude même en récente qui a France, été menée aux des États-Unis, passages obligés le lorsqu'on parle des fentanyl tue une cartels, personne toutes les mais 7 c'était plus minutes. confidentiel Et il y a ça quelques prend de temps plus en encore. plus d'ampleur. Comme pas mal de C'est bien médicaments, qu'on traite une de petite partie sujets. des ventes sont détournées par C'est les bien narcos. qu'on traite de On ne parle sujets, d'ailleurs pas de fentanyl, que c'est considéré abordé à comme chaque le fois qu'on produit parle de base, ces mais organisations de quand même, M30. c'est la moindre des Ce qui fait choses. que les drogués eux-mêmes consomment très rarement du fentanyl pur, ce qui est encore pire en termes d'addictologie. L'addiction est immédiate. C'est sans doute la drogue la plus forte qui ait jamais été vendue dans la rue. Et là, si vous vous dites qu'est-ce que font les autorités avec tout ce bordel, ben en fait c'est un peu compliqué parce que ça dépend des endroits au Mexique. Mais bon, en gros, avec la corruption, les habitants se retrouvent souvent seuls et cherchent des solutions. Et par exemple, au début des années 2010, ben en fait, beaucoup de groupes d'autodéfense ont été créés par des civils. il va dire Parce que qu'en c'est pas fait, bien. concrètement, la police ne fait vraiment pas assez. Soit ils sont corrompus, soit ils s'en battent les couilles. Soit les deux. Et on parle quand même de 25 000 membres actifs de groupes d'autodéfense. Ah. Et ce qui est assez marrant justement, c'est que Ces si groupes ces groupes d'autodéfense sont d'autodéfense passés existent, bien. c'est parce que la police ou l'armée ne font pas assez Non. leur taf. Mais Oui, la malgré police, tout, l'armée l'État fait pas son va taf, dissoudre ces d'accord, groupes oui. d'autodéfense parce qu'ils trouvent que ça va un peu trop loin avec leurs armes et tout. L'État n'aime pas trop peut-être du coup voir ses propres Oh insuffisances. non, non, c'est de la merde là, c'est de la merde là, de la merde de gauchiste là, non, non. Enfin, là, ok. Donc, d'un point de vue de la France, voir les milices armées de paysans mexicains prendre les armes pour abattre les méchants narcotrafiquants, ouah, c'est génial, super, tout le monde se tape dans les mains, se tape dans le dos, c'est super. Les milices d'autodéfense, c'est génial, ouais, niquez les membres des cartels. Non, c'est de la merde. Je sais pas comment vous le dire de manière intelligente là en réaction à sa vidéo, mais lui-même dit des trucs pas très intelligents, je suis désolé de vous le dire. Il fait voilà, il y a 25, je sors un chiffre, vérifiable d'ailleurs, il y a 25 000 membres d'autodéfense au Mexique, et l'État n'aime pas trop ces milices d'autodéfense, bah sans déconner, tu parles, les mecs se trimballent avec des armes de guerre, c'est des civils, c'est des gars comme toi et moi, c'est des paysans.
C'est des paysans, les types ils sont allés jusqu'au CM2, ils se baladent avec des lance-roquettes. Tu m'étonnes que le gouvernement du Mexique, il aime pas trop ça, mon gars. Non, et puis lui, il dit que c'est parce que le gouvernement du Mexique n'aime pas voir ses propres insuffisances. Ouais, ok, le méchant gouvernement, les gentils paysans, membres d'autodéfense. Moi, je vais vous dire un truc, les amis. Et là, tant mieux pour vous, c'est d'être resté jusque-là dans cette vidéo. Parce que je vous dis un truc, les milices d'autodéfense, c'est une vaste escroquerie au Mexique. J'arrive même plus à parler, sa mère. C'est une vaste escroquerie. Voilà, alors comment résumer ça rapidement? Disons que vous avez plusieurs milices d'autodéfense qui sont formées ces dernières années, hein, depuis 2010 surtout, comme disait, surtout dans l'état de Michoacán, c'est la grande spécialité de là-bas de l'état de Michoacán, c'est la spécialité, c'est les milices d'autodéfense. Il faut dire que le Michoacán, c'est vraiment le bordel, hein, parce que à l'époque, vous n'aviez pas un grand cartel hégémonique comme au Sinaloa. Je sors des mots en impro, c'est pas mal quand même. Mais vous aviez plusieurs petites organisations qui se foutaient sur la gueule. Enfin, plusieurs petites organisations, non. Vous aviez plusieurs cartels, pour le coup. Plusieurs organisations assez puissantes, mais qui se foutaient sur la gueule. Vous n'avez pas qu'une. Vous aviez, bien sûr, Los Caballeros Templarios. Vous aviez même los Zetas, qui étaient implémentés pas loin. Les prémices du cartel de Jalisco Nueva Generación, qui commençaient à percer. Après, connard de voisin, tu vois là. Vous avez donc cartel de Jalisco Nueva Generación qui commence à percer, comme je le disais. Ta mère. Et donc voilà, vous avez plusieurs cartels qui se foutaient sur la gueule. Et c'était le bordel, le Michoacán. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs milices qui se sont formées. Mais pour combattre Los Caballeros Templarios, donc le cartel des Chevaliers Templiers, les milices d'autodéfense se sont assemblées sous le commandement d'un chef au Michoacán, donc El Abuelo, qui était le chef un peu des milices d'autodéfense, je ne sais plus son vrai nom, hein, mais je ne sais plus comment il s'appelle, mais son surnom c'était El Abuelo, donc le grand-père. Et donc il s'était allié, toutes ces milices d'autodéfense, avec le futur grand cartel de la zone, le cartel de Jalisco Nueva Generación, pour abattre le cartel des Chevaliers Templiers. Donc les milices d'autodéfense font des alliances. Là actuellement, au Michoacán aussi, dans l'état de Guerrero, les milices d'autodéfense avaient passé un pacte avec la familia michoacana pour abattre, je sais plus je sais plus los Tlacos, je sais plus c'était quoi. Los Aldeos, non, je sais plus qui se foutait sur la gueule à l'époque, la familia michoacana, mais les milices d'autodéfense étaient donc alliés avec la familia pour abattre les autres cartels. Il y a toujours eu des alliances comme ça entre les milices d'autodéfense, je le dis, avec le cartel de Jalisco Nueva Generación d'abord et avec la familia michoacana ensuite, des frères Hurtado. Et donc voilà, donc ces milices sont liées elles-mêmes avec les cartels. Elles font des pactes, des alliances pour abattre les autres cartels. Et c'est pas tout. Mais qui a bugué là. Parce que maintenant, les milices d'autodéfense, non contentes de passer des pactes avec les cartels, elles se sont donc liguées au Michoacán sous le contrôle donc del Abuelo. Surtout, ils ont choisi de former ce qui s'appelle Carteles Unidos, donc les cartels unis. Je ne sais pas si vous imaginez, les milices d'autodéfense se sont assemblées pour s'appeler les cartels unis et former leur propre cartel. Donc voilà, les milices d'autodéfense sont devenues elles-mêmes un cartel, après avoir soutenu et aidé les cartels. Ça n'a aucun putain de sens. Ce sont des civils qui se baladent avec des armes de guerre, et donc m'étonne pas que le gouvernement du Mexique réprouve ces actions. Voilà, ça me semble être simplement du bon sens, en fait. Contrairement à ce qu'on peut dire en France. Donc, j'avais pas mal de choses à dire à ce sujet, j'espère que j'ai été clair. Sans doute pas tellement, mais bon, c'était dur, parce qu'il y avait plein d'exemples en tête, là, de toutes les malversations un peu commises par les milices d'autodéfense. Et donc, voilà, j'ai pris l'exemple de l'État de Michoacán, parce que c'est l'exemple le plus parlant, mais ils se sont alliés déjà, dans un premier temps, avec un premier cartel, et après, ils se sont alliés très récemment avec un deuxième cartel, la familia michoacana. Quoi qu'il en les soit, milices d'autodéfense, c'est soit vraiment le pas point la de vue joie. extérieur, les membres de ces cartels jouent tous les jours avec leur vie, et également celle des autres, que ce soit des gangs adverses ou même des simples civils.
Contrairement aux Yakuza, les cartels mexicains ne sont pas en perte de vitesse. Ah là, très loin de là. Déjà, pour ce qui est du cartel de Sinaloa, on estime qu'ils sont à peu près 50 000. Et pour l'ensemble de tous les cartels au Mexique, on peut compter peut-être quasiment 300 000 personnes. Ouais, mais c'est pas 50 000 hommes armés, hein, je vous rassure tout de suite. Et là, si vous dites qu'il n'y a que des hommes dans les cartels, en fait, vous êtes loin du compte. Déjà, le nom le plus connu parmi les femmes qui sont dans ces cartels... Bon, là, il enchaîne sur la Colombie. Et d'ailleurs, il y a une série Netflix qui lui est consacrée... La Colombie, il y a 20 ans. Vraiment pas longtemps. Et j'étais pas né. Là, elle est considérée comme la pionnière du trafic Colombie, de j'y drogue connais rien, j'ai jamais foutu les pieds. Et surtout, elle a été, façon de parler, la mentor de Pablo. Bon, il va rester sur la Colombie. Je vais pas pouvoir dire forcément plus de choses qu'il y a Yakuza, tu vois, un peu plus. Elle était plutôt bien. Mais il se trouve que, comme beaucoup de gros des cartels, elle sera finalement assassinée en 2012, alors qu'elle a 69 ans. Joaquin Guzman, c'est le vrai nom d'El Chapo. Sans doute un surnom que vous avez au moins déjà entendu dans votre vie. Parce que c'est quand même le narcotrafiquant le plus connu de l'histoire. Et qui, mine de rien, c'est ce qui va pas s'échapper plusieurs fois de prison. Mais depuis 2019, il est incarcéré dans la prison de haute sécurité ADX Florence, dont on a déjà parlé dans une ancienne vidéo. Si vous voulez aller voir pour voir à quel point c'est chaud de s'échapper de là. D'ailleurs, si la vie d'El Chapo vous intéresse, il n'est pas exclu qu'on en parle prochainement. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que malgré le d'avant, la vidéo, je regarde d'avant cette vidéo sur El Chapo. D'essayer de les infiltrer, de montrer toute la corruption. Je peux vous dire que l'autre, comme par exemple Annabelle Hernandez. Elle, c'est une journaliste d'investigation qui a écrit plusieurs là il m'a fumé. Moi, je vous dis direct, allez voir son autre vidéo à Poisson Fécond sur El Chapo et laissez tomber celle-là. Là, maintenant, il parle d'Annabelle Hernandez, quoi. Alors moi aussi, je la cite, Annabelle Hernandez. Hein, c'est comme si tu parlais de football et tu parlais jamais de Mbappé. Bon, la comparaison est éclatée, hein. Mais c'est comme si, voilà, tu parlais de politique en France, tu parlais jamais de Macron. Ça n'a aucun sens. Annabelle Hernandez, c'est la star. C'est la star des crimes organisés au Mexique. Mais elle en dit de la merde. Elle en dit de la merde. Elle dit pas seulement de la merde, parce que encore dit de la merde. Ça nous arrive à tous. Et moi, je suis pas le dernier. Mais elle a des théories complotistes. Mais elle a des... Alors, elle travaille pour un journal allemand, Dutch, je sais pas quelle connerie, là, donc... mais elle reste très bien informée au Mexique, Annabelle Hernandez, mais... oh là là, c'est une catastrophe. J'ai encore vu récemment, là, je me dis, je vais la reciter pour un article sur les fils d'El Chapo. Je me suis dit, je vais mettre un article qu'elle avait rédigé, donc en disant que ça vient d'elle et tout. J'ai fouillé un peu l'article et tout. Elle racontait de la merde. Elle disait qu'Ovidio Guzman s'était fait capturer en janvier 2023 parce que sa femme l'avait appelé en pleurs ou je sais pas quelle connerie. Alors là, c'est une militante féministe qui essaie en fait... une militante féministe et une complotiste anti-gouvernement. Voilà, des fois, elle a des théories du complot contre la CIA, mais elle a surtout des théories du complot contre le gouvernement du Mexique. Bon, voilà, et surtout, c'est une militante féministe. Je vérifie que ça enregistre encore, ça serait dommage de louper ça. C'est une militante féministe qui essaie de donner à chaque fois dans les informations sur les cartels de la drogue le plus de rôles possibles aux femmes. Mais elle les invente, ces rôles. C'est n'importe quoi. Cette meuf-là, c'est n'importe quoi. Alors moi, je la cite, Annabelle Hernandez, parce que ces articles font le tour du Mexique, bien malgré moi. Mais à chaque fois que je la cite maintenant, je mets un avis, comme quoi cette femme n'est pas une journaliste crédible. Et vous allez partout, vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez même pas sur les réseaux sociaux, vous allez au Mexique, mais vous demandez, mais Annabelle Hernandez, elle s'est ridiculisée, elle a aucune crédibilité. Et ça, il faut le dire. Sur son autre vidéo sur El Chapo, Poisson Fécond, il citait encore qui? Il citait Annabelle Hernandez. C'était la seule qu'il citait. Il citait juste cette femme. Il citait aucun autre journaliste. Et cette femme, il faut le dire, c'est une complotiste. Impuniment. Elle dit de la merde. Et donc, à chaque fois qu'il faut t'avancer ses versions, il faut au moins le mentionner, quoi, que c'est pas une journaliste crédible et sérieuse. Voilà. Petit coup de gueule. On continue ? Même attaqué frontalement plusieurs ex-présidents du Mexique pour leur complicité avec les cartels. Quand même chaud. Bah oui, mais elle fait que ça, mon gars, c'est son sport préféré. Ceux qui tiennent les rênes et qui sont pas forcément... Ah bah il en parle. Avec le temps, à remuer toute cette merde... Elle veut exposer les têtes pensantes, c'est une complotiste, Annabelle Hernandez. Menaces de mort et à voir sa tête mise à prix, quoi. En tout cas, pour sa propre survie... Elle a pas mal de menaces de mort, bah elle a fait des bons trucs aussi, je dis pas. En tout cas, comme vous l'avez saisi, on est vraiment face à... Annabelle Hernandez, elle est forte, je veux dire, c'est pour trouver
trouver des entretiens avec les membres du crime organisé. Elle arrive à trouver des entretiens avec à peu près tout le monde. Donc, elle arrive à interroger des membres des cartels et même des chefs. Elle a interrogé Rafael Caro Quintero quand il était en cavale. Excusez du peu, c'est quand même une interview incroyable. Elle a réussi à l'interroger. Après, elle a réussi à interroger d'anciens gardes du corps de Don Neto Fonseca. Bon, ça c'est bien qu'elle a réussi à les interroger. Mais c'est l'article qu'elle a fait sur ces entretiens qui, moi, me pose problème. Parce qu'après avoir interrogé les gardes du corps de Don Neto Fonseca, elle va présenter leur version des faits comme si c'était la réalité. Elle va pas remettre en question. En fait, les membres du cartel, les mafieux donnent des interviews à Annabelle Hernandez parce qu'ils savent très bien qu'elle ne remettra jamais leur version en doute. Dès qu'elle peut faire du sensationnel, etc., elle va le faire, Annabelle Hernandez. Donc, mais elle est très forte pour dénicher les entretiens, ça. L'interview de Rafael Caro Quintero, c'était quand même un grand coup de journaliste. Et donc, bon, c'est tout, on arrive à la fin là. La fameuse conclusion, c'est le pire entre. C'est quel le pire, c'est les cartels, je pense. Hein. Même si chaque cas est différent, il est quand même assez facile de se dire qu'en 2024, c'est largement pire de faire partie d'un cartel mexicain. Oui, voilà, ça faisait bon. Eh bien, voilà pour cette vidéo, j'espère. Je arrête ici, ça faisait la conclusion, ne faisait de doute pour personne. Voilà, encore heureux qu'il ait dit ça. Bon, sinon, pour sa vidéo, écoutez, c'était pas si pire que ça, hein, blague à part. Bon, bien sûr, ça m'a donné l'occasion de réagir, de péter des câbles sur certains trucs. Bon, après, sa vidéo, elle a pas cherché très loin. C'est vraiment une vidéo random. C'est un contenu, voilà, sur le crime organisé. Donc, si vous êtes fan de ce genre de contenu, c'est très bien. Il n'y a pas spécialement d'erreurs qui se baladent, mais il y a quand même de grosses approximations. Puis, c'est pas un vrai travail de fond. Tout ce qu'on peut dire, sa vidéo sur le chapeau était bien meilleure. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, ça nous a permis de traiter quelques sujets comme les milices d'autodéfense et Annabelle Hernandez, qui sont deux vastes escroqueries au Mexique. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, sûrement sur le procès d'El Mayo Zambada. A plus.